de me donner la parole et de vous occuper de tous les aspects liés à l'organisation en rapport avec la presse nationale et internationale. Soyez-en honorés et remerciés, nous trouvons pleine satisfaction à votre travail. J'estime qu'il est important de tenir ce témoignage à l'endroit de vos confrères ici présents. Rassurez-vous, ma voix porte. Et je n'aurais pas souhaité en dire trop pour ne pas, au risque de ne pas me faire entendre. J'espère que vous m'entendez bien comme ça. Très bien, je disais donc mes remerciements et toutes mes félicitations à votre confrère Binta, qui est conseiller technique au niveau du ministère de la Justice, pour cet excellent travail de préparation qu'elle a eu à nous gratifier en rapport avec ses confrères de la presse. Je souhaite la bienvenue à tous et à toutes d'avoir voulu répondre à notre invite pour ce point de presse qui, comme elle l'a annoncé, porte essentiellement sur l'actualité judiciaire dans le ressort de la Cour d'appel de Dakar. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que cette actualité judiciaire est en transversale, parce que concernant le ressort du tribunal de grande instance de Dakar, dont le procureur de la République à ma droite, M. Abdou Karim Diop, est l'animateur, concernant aussi le ressort du tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye, dont le procureur de la République ici présent, Amadou Seydi, est à ma gauche, on a estimé qu'il aurait été plus judicieux de faire porter la parole à la personne du procureur général que je suis pour traiter et vous renseigner sur des questions transversales qui, à bien des égards, dépassent les ressorts respectifs des deux procureurs de la République. Comme l'a précisé Binta, il va sans dire que c'est un point de presse, parce que vous devez constater qu'habituellement, ce sont les procureurs généraux de ressort qui portent la parole de la justice. Mais les questions à évoquer ayant une nature transversale, il nous a semblé plus pertinent que le procureur général du ressort de la Cour d'appel de Dakar puisse porter la parole. Et à cet exercice, j'aimerais bien vous présenter mes collaborateurs au parquet général, en la personne de Mme Fatou Mandiaye, qui est premier avocat général de la Cour d'appel de Dakar, et donc de M. Youssoufa Diallo, qui est deuxième avocat général de la Cour d'appel de Dakar. Cela étant dit, ce point de presse répond à une tradition judiciaire, pour ne pas dire républicaine, qui procède de l'impératif de la justice dont on dit la grande silencieuse, qui par moment et à certains moments de la vie de notre nation doit sortir pour communiquer, distiller l'information à l'attention du peuple sénégalais au nom duquel la justice est rendue. Et vous conviendrez avec nous que l'actualité judiciaire du moment charrie beaucoup de commentaires et le besoin d'informer est aujourd'hui plus pressant que jamais. Toutes choses qui sont le prétexte de ce point de presse qui sera articulé autour de 5 points. Le premier point est relatif au rapport de la Cour des comptes relativement à la gestion de la Covid. Le deuxième point est relatif à l'affaire, si on peut parler d'affaire, qui concernerait le docteur Babacar Niang, propriétaire de la clinique Souvent. Le troisième point serait relatif à ce qu'il conviendrait d'appeler l'affaire de la tentative d'assassinat sur le sieur Ousmane Sonko. Le quatrième point renseignera sur la découverte de certaines organisations à caractère subversif, communément appelées, qui se sont appelées d'ailleurs le commando. Et le cinquième point portera sur les arrestations qui ont été opérées ces derniers jours. Alors, si sur le premier point, il est bon de préciser que à la publication du rapport de la Cour des comptes relatif
à la gestion des fonds qui ont été alloués pour la lutte contre la pandémie, communément appelé rapport Covid, le procureur de la République, près le tribunal de grande instance de Dakar, a saisi les unités d'enquête suivantes, soit transmis numéro 955, Père Dakar, en date du 7 février 2023. Donc précisément, 1 mois et demi. Et donc, dans la suite à ce soit transmis les unités d'enquête, notamment la division des investigations criminelles, a été instruit de mener des enquêtes et de rendre compte étape par étape de l'évolution de ces enquêtes. Et depuis lors, il n'a pas été communiqué sur ces enquêtes. Il nous a semblé judicieux, au truchement de son point de presse, de faire l'état d'avancement des procédures qui ont été enclenchées à la suite de ce soit transmis sur l'institution du procureur de la République. Et c'est sous ce rapport que la division des investigations criminelles donne ensuite aux institutions du procureur de la République, transmet à chaque semaine un compte rendu d'étape pour renseigner l'autorité sur les diligences déjà effectuées, les diligences à effectuer et recueillir des orientations. C'est par rapport à ça qu'un certain nombre d'actes d'enquête ont été menés relativement au ministère de la Jeunesse. Les derniers actes concernent l'audition de Samba Fall, directeur de Kipronet. Ensuite, Djibril Khan, directeur général de Ecoplast, a été entendu. Ladam Fatoussi, directrice de Setraf, a été entendue. Koudien Ndiaye, directrice de Keur Murtada, a été entendue. Mamadou Sen, directeur de la société Kausara Business Service aussi, a été entendu. Et toutes ces éditions ont été effectuées dans la semaine du 20 au 24 mars 2023. Tout ça pour vous dire que sous ce rapport, l'enquête suit son cours avec toute la diligence que requiert le sujet et l'importance dont les plus hautes autorités lui accordent et le peuple sénégalais. Parce qu'il faut préciser que ça rentre dans le cadre de l'obligation de redevabilité. C'est le premier point de notre point de presse. Deuxième point de notre point de presse, l'affaire qu'il est communément appelée l'affaire Dr Niang. Dr Babacar Niang, pour le nommer. Il y a lieu de préciser que le 18 mars 2023, une plainte régulière a été formulée par le siège Cheikh Tidiane Ly, représentant la famille de la victime feu Mamadou Ly, et M. Bamba Fall, maire de la commune de Médina. Cette plainte a été dirigée contre le docteur Babacar Niang, propriétaire et administrateur de la clinique Souma Assistance 6 à la cité Keur Gorgui, et le docteur Cheikh Mbacké Medina Sey, médecin généraliste. Et dans cette plainte, il dénonçait des faits d'homicide involontaire sur la personne de la victime. Il dénonçait aussi des faits de non-assistance à personne à danger. Il dénonçait aussi les faits de mise en danger de la vie d'autrui suite au décès du sieur Mamadou Ly, qui est né le 21 mai 1989 et qui exerçait la profession d'agent municipal au niveau de la mairie de la Médina. Au reçu de cette plainte, pour des faits spécifiés dans le cadre de cette plainte, bien naturellement, une enquête a été ouverte pour situer des responsabilités. Et donc, dans le cadre de cette enquête, les représentants du plaignant, le plaignant a été entendu, notamment
le sieur Cheikh Tidiane Ly, qui représentait la famille du défunt Mamadou Ly, le maire Bamba Fall lui-même, signataire de la plainte en tant qu'employeur de l'agent municipal Mamadou Ly, ont été entendus. Et ils ressortissaient de leur enquête des faits susceptibles de constituer des présomptions graves et concordantes pouvant justifier la poursuite de l'enquête à l'encontre des personnes susnommées le docteur Babacar Niang et le sieur Cheikh Mbacké Madina Sey, médecin généraliste. Donc à la suite de ça, une enquête a été ouverte basée sur cette dénonciation sous forme de plainte régulière et contre personne dénommée, à savoir le docteur Babacar Niang, propriétaire de Souma Assistance, copropriétaire même je dirais parce qu'il a su avec son épouse, et le docteur Cheikh Mbacké Madina Sey, médecin généraliste. Les plaignants ont été entendus, des témoins ont été entendus, l'un des mis en cause a été entendu, le docteur Cheikh Mbacké Madina Sey, et l'impératif d'entendre le docteur Babacar Niang était justifié par les nécessités d'enquête. Parce qu'il faut le préciser, être mis en cause ne veut pas forcément dire être coupable. L'enquête a ceci, je dirais, d'impartial, parce que c'est le prétexte ou l'occasion de permettre aux mises en cause de donner sa version objet des faits dénoncés et d'avoir l'occasion, judiciairement, dans le cadre d'une enquête régulière, de se disculper. Donc vous noterez que ce n'est pas que systématiquement une personne fait l'objet d'une plainte qu'il est automatiquement coupable. Ce n'est pas que systématiquement une personne fait l'objet d'une plainte ou de poursuite d'audition dans le cadre d'une enquête préliminaire que la conséquence évidente en a tiré, c'est qu'il fait l'objet d'un traitement pour quelque motif que ce soit. Donc je disais tantôt que la plainte a été déposée le 18 mars. Les enquêteurs de la sûreté urbaine ont pris sur eux de convoquer le docteur Babacar Niang. Ce dernier a excité de son absence du ressort de la cour d'appel de Dakar pour solliciter que son audition soit différée le lendemain, 19, à laquelle les enquêteurs ont accédé. Le 19, convoqué à nouveau, le docteur Babacar Niang a laissé entendre qu'il était en déplacement dans le Fouta, particulièrement dans le village de Médina Ndiagbé. Et invite lui a été encore fait de venir déférer à la convocation, eu égard aux nécessités d'enquête, parce que sa déposition demeure essentielle pour situer les responsabilités dans cette affaire. Le 19, le docteur Babacar Niang avait promis de déférer à la convocation des enquêteurs le même jour, parce que Fouta, Médina Ndiagbé serait à 90 km ou 91 km après Saint-Louis. Le 19, le docteur Babacar Niang ne s'est toujours pas présenté. Toutes les personnes mises en cause ont été entendues, notamment le docteur Cheikh Mbacké Madina Sey. Le 20, sur mon intervention, le procureur de la République a cru devoir lui décerner une convocation pour être entendu. 18, 19, 20, 3 jours de suite, le docteur Babacar Niang, étant dans le territoire national, n'a pas daigné déférer à la convocation ou à l'invitation que les enquêteurs lui ont fait. C'est sous ce rapport qu'à la date du 21 mars, instruction a été donnée par mes soins, avec l'accord du procureur de la République, à la sûreté urbaine, de décerner un avis de recherche et d'interpellation par la sûreté urbaine. L'avis a été décerné, la réquisition a été faite par la sûreté urbaine, visée par le procureur de la République et transmis à la Légion Nord. C'est ce qui a permis
aux éléments de la brigade de recherche de la Légion Nord, donc Saint-Louis, d'aller l'interpeller à 91 km de Saint-Louis dans un village qui s'appelle Medina Ndiaye. Et c'est dans ces conditions, comme il a été déploré par ailleurs, que le docteur Niang a été mis en route pour son audition au niveau de la sûreté urbaine le lendemain 21-22, je pense aux environs de 11 h, parce qu'ils ont quitté au petit matin. À 18 h, la famille s'est acquittée des honoraires inhérents à l'opération envisagée et depuis 18 h, la clinique a reçu d'autres patients qui apparemment ont été l'élément déclencheur de la négligence sur la victime Mamadouli. Mais en tout état de cause, l'enquête a pu établir que depuis son évacuation à la clinique, son pronostic vital était prononcé. De 18 h pour le moins, je dis bien pour le moins, parce que 18 h est l'heure à laquelle il avait fait le scanner et que l'éventualité de le référer à l'hôpital principal pour une intervention pour le sauver était une nécessité. Tout ce que je dis est renseigné sur le procès verbal régulier et sur les auditions à la base des constatations. Depuis 18 h jusqu'au lendemain à 17 h, Mamadouli était laissé en rade à la clinique. Il n'a été consulté par aucun médecin, il n'a été soulagé par aucun sage-femme, encore moins des aides-soignants. Se tordant de douleur, gémissant. Et c'est dans ces conditions que sa famille a exigé du corps médical que le patient leur soit restitué pour son évacuation à l'hôpital principal où il pourrait espérer lui sauver la vie. Et cela m'amènerait à passer au troisième point de notre ordre du jour, qui est ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire tentative d'assassinat du sieur Ousmane Sonko, ou sur le sieur Ousmane Sonko. Donc, à la faveur des événements du 16 février, du 16 mars 2023, il a été relayé par beaucoup de médias de la place et sur les médias en ligne que le sieur Ousmane Sonko, citoyen sénégalais, aurait été victime d'une tentative d'assassinat. En d'autres termes, que des personnes non identifiées auraient tenté de porter atteinte à son intégrité physique. À son intégrité physique, je dirais même à sa vie. Tentative d'assassinat plutôt que de tentative de meurtre, parce que le meurtre peut être un homicide volontaire, un homicide involontaire. Par contre, l'assassinat procède d'une préparation, d'un plan et d'un stratagème préalablement mûri, réfléchi et exécuté froidement. Et donc vous comprendrez que, compte tenu de la gravité des faits dénoncés, en toute responsabilité, le procureur de la République près le tribunal de grande instance en classe de Dakar s'est autosaisi et a instruit les enquêteurs de la sûreté urbaine d'ouvrir une enquête exhaustive et approfondie sur cette tentative d'assassinat qui aurait été relayée et dont l'opinion dans son ensemble s'émeut, d'autant plus qu'il porterait sur aux Sénégalais, citoyens sénégalais du nom de Ousmane Sonko. Et c'est ainsi qu'une enquête a été ouverte, confiée par
le procureur de la République à la sûreté urbaine. Et l'enquête a permis naturellement aux enquêteurs de se saisir, d'identifier toute personne, saisir tous objets et perquisitionner tout lieu. Bref, au total, poser tout acte d'enquête prompt à renseigner l'autorité sur cette tentative d'assassinat dont serait victime le sieur Ousmane Sonko. Et c'est ainsi que sans tarder, ils ont exploité une vidéo qui a été partagée sur les réseaux sociaux, en fait sur les supports de médias en ligne, et vidéo sur laquelle il a été aperçu une personne qui porterait un capuchon avec un sac à dos aux couleurs qui pourraient être prêtées à confusion avec l'accoutrement ou l'uniforme de nos forces de défense et de sécurité. La vidéo exploitée, la personne ciblée dans cette vidéo a été identifiée et répondue au nom de Yargassi. Des recherches entreprises pour le localiser ont permis de se rendre compte que ce Yargassi a été déjà extrait, poursuivi et placé sous mandat de dépôt et qu'il est donc en détention à la maison d'arrêt de Rebeuss. Et c'est sur ce sang désemparé, les enquêteurs de la sûreté urbaine ont procédé à son extraction et à son audition. Il est résulté sous le respect de la présomption d'innocence toujours, les droits de la défense sont sacrés chez nous, et sous le respect du secret de l'instruction, vous comprendrez que je ne peux pas donner tous les détails de l'enquête, au risque de paraître comme mon procureur général qui délivre un réquisitoire à charge. Donc l'enquête a permis d'identifier la personne en cause qui répondait au nom de Yargassi et qui serait domicilié à Mbour et qui serait un employé d'une société qui s'active dans la sécurité et dans la sûreté aéroportuaire. Et de son audition, il est ressorti que le jour des manifestations, il a quitté le département de Mbour pour venir à Dakar pour des raisons professionnelles. C'est après ça qu'il a suivi les manifestations, d'où, d'après ses propres déclarations, son leader serait donc pris à partie par les forces de l'ordre, et il s'est proposé de venir participer à la manifestation. Il les a rejoints, ce sont ses déclarations toujours, au rond-point Stel-Mermoz, et s'est fondu dans la garde rapprochée du sieur Ousmane Sonko, donc l'ayant à portée de main. Et c'est donc sous ce rapport que dans leur pratique, pour se protéger contre les effluves des grenades lacrymogènes, ils ont l'habitude de se prémunir de bouteilles de vinaigre qu'ils ont tendance à asperger dans des mouchoirs ou en tout cas du tissu pour un tout petit peu amoindrir les effets de la fumée qui proviendrait des grenades lacrymogènes. Et c'est sous ce rapport qu'en plein dans les manifestations, une personne dont il n'a pas pu donner l'identité lui a mis, d'après ses déclarations, du vinaigre sur son écharpe aux couleurs verte, jaune, rouge. Mais c'est le lieu de le préciser, jusqu'à présent, il n'a pas été capable, dans la foulée des manifestations, de décliner l'identité de cette personne qui, de toute vraisemblance, le connaît très bien et il ne s'en est pas rappelé. En tout cas, ils se connaissent très bien parce qu'ils étaient tous dans la garde immédiate
de la voiture de Sonko, Ousmane Sonko, avec ses éléments de sécurité. Et donc, ce camarade de parti, comme il l'appelle, lui a aspergé du vinaigre sur son écharpe et en a même aspergé à une dame qu'il a pu identifier et qui s'appellerait Maïmouna Bousso, pour aider toujours cette dernière à se prémunir contre les effets des gaz lacrymogènes. Et donc, un moment, d'après ses déclarations, il a vu, pour le répéter, mon leader, M. Ousmane Sonko, les yeux larmoyants. C'est à cet instant que, pour voler à son secours, il lui a donné l'écharpe, main à main, et au vu de sa sécurité, M. Sonko s'est saisi de l'écharpe et s'est engouffré et retourné dans sa voiture et s'en est servi pour éviter un tout petit peu donc les effets de la fumée des grenades lacrymogènes. Donc c'est ce qui est ressorti de l'audition du Sir Yargassi, je le précise bien, d'après ses déclarations, qui ont été unilatérales. Ensuite, toujours dans le cadre de la progression de l'enquête, une réquisition a été adressée au laboratoire Bio24 où des prélèvements auraient été demandés sur la nature du produit qui aurait été versé sur cette écharpe et dont l'utilisation par le sieur Ousmane Sonko aurait altéré sa santé. Toujours dans le cadre de l'affaire de la tentative d'assassinat, je le précise. Et donc, à Bio24, résultat négatif, aucun tissu, aucune pièce contenant un quelconque liquide ne leur a été produite en vue de prélèvement pour identifier la nature du produit contenu dans ce liquide. Après ça, on s'est dit, ben écoute, l'enquête s'est intéressée au corps médical qui a eu à examiner le sieur Ousmane Sonko. Et c'est sous ce rapport que le docteur Cissé, rappelons-le, c'est le médecin qui a eu à procéder à l'évacuation du sieur Ousmane Sonko de son domicile à la clinique et qui serait un médecin membre de la commission médicale du parti PASTEF. Ce docteur Cissé a été évacué, a été interrogé, entendu sur des pathologies du sieur Ousmane Sonko et il a été formel en disant que son intervention s'est juste limitée à sa demande à prendre le sieur Ousmane Sonko de son domicile à la clinique Souma et sur instruction du docteur Nian de l'installer à la suite qui est au deuxième étage. Quid des pathologies dont souffrirait le sieur Ousmane Sonko, le docteur Cissé, qui a été le premier à être en contact avec le sieur Ousmane Sonko, a été péremptoire en disant qu'il n'a pris aucun acte médical sur le sieur Ousmane Sonko. Est-ce que vous lui avez prescrit un traitement? Je n'ai pris aucun acte médical, ni en termes de consultation, ni en termes d'analyse, encore moins en termes de traitement. Et donc, c'est toujours dans ce cadre que le docteur Diallo, toujours membre de Souma Assistance, a été entendu, et lui aussi, négatif. Il a laissé entendre qu'il n'a posé aucun acte médical sur la personne de Ousmane Sonko. Le quatrième point concerne d'un groupe ou d'une organisation qui se fait lui-même ou elle-même appeler le Commando. Le Commando, nom que ses animateurs lui ont fait porter. Alors, cette affaire du Commando, il est apparu
Dans la dynamique des investigations consécutives à l'organisation de manifestations publiques et dans l'impératif de la prise en charge sécuritaire du pays par les institutions dédiées, et ceci dans l'impératif de préserver la stabilité du pays, l'intégrité du territoire, l'intégrité des personnes et des biens et leur libre circulation. Il est apparu au cours d'investigation qu'il a été repéré une organisation qui se fait appeler Commando. Cette organisation qui se fait appeler Commando est une organisation structurée qui a son organisation, son mode de fonctionnement, ses cibles prioritaires et donc la finalité de leurs actions. Et cette organisation, communément appelée l'organisation Commando, il est résulté des enquêtes et des investigations qu'il est animé par deux personnes principalement, notamment le sieur Mouramani Kaba Diakité, qui est né le 12/07/73 à Tambacounda, des feux cabinets Yahara Bayo, opérateur économique domicilié au 13 des Parcelles Assainies, et le sieur Cheikh Kébé. Le sieur Kaba est tenancier d'un hôtel qui s'appelle Les Ambassades, qui se trouve au stade des Parcelles, en face du stade des Parcelles Assainies. Et dans les investigations opérées, ce sieur Mouramani Kaba Diakité est le coordonnateur des activités subversives du groupe qui se fait appeler le groupe Commando. Les activités subversives allant à la confection d'agents explosifs, à la convection de fumigènes, à la convection de cocktails Molotov, et tout ça en rapport avec l'appui déterminant d'un nommé Famara Mané, alias Nyancho, qui est un ancien commando de l'armée sénégalaise. Vous remarquerez que je ne peux pas aller dans certains détails de cette procédure parce qu'il s'agit de faits mettant en jeu la stabilité du pays, l'intégrité de son territoire et la protection des biens et des personnes. Et ce que je partage avec vous, il est résulté des investigations qui ont été menées par les chevronnés enquêteurs et consignées sur procès-verbal régulier. Les animateurs et les acteurs connus de ce groupe subversif qu'on appelle les commandos et qui sont en instance de déferment, d'autres recherchés. Et des arrestations aussi connues de certains de leurs relais sur l'espace public. Et c'est sous ce rapport que des arrestations ont été opérées. Arrestations déjà, fort heureusement, qui concernent les animateurs du commando, notamment le sieur Mouramani Kaba Diakité et le sieur Cheikh Kébé qui anime le groupe opérationnel. Et ces arrestations se sont poursuivies sur l'ensemble du territoire national et ont concerné de près ou de près toute personne
ayant un lien, ou toute personne en tout cas ayant posé des actes de nature à faciliter la réalisation des desseins de cette organisation qu'ils appellent le commando. Beaucoup de personnes ont été arrêtées pour des délits divers, participation à des manifestations non autorisées, manœuvres insurrectionnelles, donc voilà, et atteinte à la sûreté de l'État sur le fondement des articles 80 et 139 du Code de procédure pénale. Et je vous le disais tantôt, le process était d'inciter à foule, en cherchant que s'il y a foule, c'est le théâtre d'opération qui leur permettrait de faire usage de ces agents explosifs. Et donc, je le disais tantôt, c'est sous ce rapport que des enquêtes ont été commanditées sur le ressort de la Cour d'appel de Dakar, donc le ressort du tribunal de grande instance de Dakar et du tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye, et certaines personnes ont été interpellées. D'ailleurs, je me plais de peut-être revenir sous le régime de ces arrestations. Il y a l'interpellation en cours de déferlement d'éléments particulièrement subversifs. Ils sont actuellement entre les mains des enquêteurs. Il s'agit d'un nommé Mamadou Djemé. Mamadou Djemé qui se réclame, d'après lui-même ses propres déclarations, membre du mouvement des forces démocratiques de la Casamance, MFDC. Et ce Mamadou Djemé serait l'organisateur de toutes les manifestations violentes du parti PASTEF à Bignona. Et dans cette entreprise, il serait en lien avec d'autres individus qui sont recherchés dans le cadre d'un groupe, du groupe dit Commando PASTEF, de PASTEF, notamment des anciens militaires présumés, dont Sébastien, le gérant de l'entreprise Sinaï, dont j'ai fait référence tout à l'heure. Et aussi l'arrestation de Goudiaby, communément appelé RPG, qui est un ancien membre du bataillon des parachutistes et qui aurait intégré le mouvement des forces démocratiques de la Casamance après son service militaire, MFDC. Mamadou Djemé est chargé de procéder à des recrutements d'anciens militaires pour mener ces opérations insurrectionnelles. Il habite le village de Sindia, proche de Bignona. Il a eu à organiser les manifestations du 14 et 16 mars à Bignona, mais il se camoufle dans la masse. Il se présente, Mamadou Djemé, comme le responsable des affaires mystiques de Ousmane Sonko. Il avait prévu, justement, de se rendre à Dakar dans le but de planifier avec son groupe des manifestations dans le cadre du procès du 30 mars où il compte impliquer des combattants du MFDC. Et c'est ce Mamadou Djemé et avec RPG qui ont été interpellés sur la VDN, voie de dégagement nord à Dakar, près du siège de PASTEF. Quand ils ont été interrogés sur procès verbal, ils ont déclaré, Mamadou Djemé, qu'il est né le 5-5-68 à Cafés Bignona, de Fali et de Awasabi, se disant manœuvre de milice à Dalifort, et il a déclaré n'avoir jamais organisé des manifestations. Mais ce qu'il y a lieu est n'avoir jamais été à Bignona. Mais l'exploitation de sa géolocalisation et de son téléphone en sa présence l'a convaincu de se rendre à l'évidence où il est établi qu'il était dans la zone des manifestations à Bignona. Et en ce moment seulement, il a lui-même fini par admettre son rôle dans le cadre de ces manifestations violentes.
Il a également noté que la cible était souvent dans les zones de conflit des rebelles du MFDC, particulièrement à la frontière avec la Gambie. Notons toujours qu'il est membre du groupe Commando. Il est de la zone sud et est venu en renfort à Dakar dans la perspective des actes subversifs qui devaient être posés en vue du 30 mars. Lui-même a déclaré qu'il est en charge de la massification et de l'organisation de PASTEF Tengouri. Tengouri, c'est une localité qui se trouve dans la zone sud, je pense. Ainsi, il dit, soutient-il, le jour de ces manifestations, il a quitté son village Tengouri vers 7 h pour se rendre à Bignona, où il est resté jusqu'à 18 h. Selon lui, cette manifestation avait été planifiée à travers le groupe WhatsApp appelé PASTEF Tengouri, avec les nommés Youssouf, Khadi Sané, Idrissa Sagna, Aliou Badji, coordonnateur du PASTEF à Tengouri.